Chapitre 12. Plantés dans les coulisses du théâtre, en pyjama et en chemise de nuit, Klaus et Violette Baudelaire attendaient la suite de l'histoire. Ils ne savaient plus où ils en étaient, ni même ce qu'ils éprouvaient. D'un côté, l'appréhension les taraudait, bien sûr. À en croire le bruit de voix qui leur parvenait depuis la scène, la représentation était commencée. Le mariage merveilleux suivait son cours, et il semblait trop tard pour contrecarrer l'odieuse machination du comte. D'un autre côté, pourtant, ils étaient fascinés. Le théâtre, ils connaissaient, mais pas l'envers du décor, et il y avait tant à voir. Les membres de la troupe s'agitaient en tous sens, trop affairés pour se soucier d'eux. 3 petits hommes courts sur pattes transportaient un décor peint, un immense panneau représentant une salle de séjour. Un monsieur à l'air important, au nez bourgeonnant de verrues, manipulait d'énormes projecteurs. Du poste d'observation des enfants, on avait vu sur une partie de la scène. En allongeant le cou, ils eurent le temps d'apercevoir le comte Olaf dans son beau costume, en train de déclamer une tirade. L'instant d'après, le rideau tombait, manœuvré par une femme coiffée en brosse, tirant sur une longue corde reliée à une poulie. Malgré leur terreur, Violette et Klaus étaient fascinés. Ils auraient seulement mieux aimé avoir un rôle dans une autre pièce. Le rideau tombé, le comte Olaf regagna les coulisses à grands pas. Il contempla les enfants de la tête aux pieds, se tourna vers les dames au visage poudré de blanc et vociféra. « C'est la fin de l'acte 2, pourquoi ces orphelins ne sont-ils pas en costume ?» Puis, une vague d'applaudissements déferla depuis la salle. La fureur du comte se mua en extase, et il regagna la scène pour aller se planter au milieu. D'un geste impatient, il fit signe à la machiniste de relever le rideau, et tandis que le velours rouge montait, il se confondit en gracieuse courbette vers le public. Il salua de la main, envoya des baisers, fit une dernière révérence tandis que le rideau s'abaissait de rechef, puis il regagna les coulisses, à nouveau grimaçant de colère. « Pressons, bon sang, 10 minutes d'entracte, pas plus, et ces enfants entrent en scène, habillez-les, et que ça saute !» Sans un mot, les dames enfarinées saisirent les enfants par les poignets et les entraînèrent dans une loge. La pièce n'était point trop propre, et pourtant elle scintillait, ses 4 murs tapissés de miroirs cernés de petites lumières. Devant ces miroirs, des acteurs étaient occupés à se maquiller, à se coiffer d'une perruque, à rectifier leurs costumes. Les rires et les éclats de voix fusaient d'un bout à l'autre de la loge. La dame la plus enfarinée leva les bras de Violette d'un coup sec et, en un tournement, la dépiota de sa chemise de nuit pour lui enfiler une robe de dentelle blanche, toute raide et empestant le renfermer. Dans le même temps, Klaus se faisait dépouiller de son pyjama par l'autre dame, puis empaqueté en hâte dans un costume marin digne d'un gamin de 4 ans et qui grattait horriblement. « Quelle excitation, n'est-ce pas ?» dit une voix douce. Les enfants se retournèrent et reconnurent la juge Abbott, imposante dans sa robe de juge et sous sa perruque poudrée. Elle serrait contre elle un petit livre. « Vous êtes superbes tous deux, dit-elle. « Vous aussi, répondit Klaus. « C'est quoi ce livre ?»« Ça, c'est mon texte. Le comte Olaf m'a demandé d'apporter un vrai code civil et de faire la lecture des textes officiels comme pour une vraie cérémonie de mariage. Il tient à ce que la pièce rende un son authentique. Toi, Violette, tu as bien de la chance. Il te suffira de dire oui. Moi, j'ai tout un laïus à prononcer. J'ai un trac fou, mais oh, que c'est donc drôle. Vous savez ce qui serait encore plus drôle, hasarda Violette, ce serait de changer le texte un peu, juste un peu. Klaus s'illumina. Oh oui, ce serait bien. Soyez créative. Pourquoi s'en tenir strictement à une célébration banale? Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un vrai mariage. La juge Abbott fit la moue. Pas sûr que l'idée soit bonne, dit-elle. Il vaut mieux suivre les instructions du comte Olaf, je pense. Après tout, c'est lui qui dirige la pièce. Juge Abbott, appela une voix. Juge Abbott, la maquilleuse vous attend. Dieu du ciel, je vais me faire maquiller, murmura la juge en extase, à croire qu'elle allait se faire couronner reine plutôt que simplement poudrer le nez. Les enfants, je vous laisse. À tout à l'heure sur scène. Et elle s'en fut, légère, laissant les enfants Baudelaire aux mains de leur costumière. L'une des dames enfarinées coiffa Violette d'un diadème de fleurs, et brusquement, Violette mesura toute l'horreur de la chose. On l'avait costumée en mariée. L'autre dame enfarinée coiffa Klaus d'un béret de marin, et celui-ci, observant son reflet, fut choqué de se voir si laid. Son regard croisa celui de Violette, qui regardait aussi dans le miroir. « Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» souffla-t-il. « Si on faisait semblant de te trouver mal, peut-être qu'il serait obligé de tout annuler. » Le comte Olaf se douterait qu'on joue la comédie.
murmura Violette d'un air sombre. Mariage merveilleux, acte 3, lança un homme avec un classeur à pince. Tout le monde en place pour l'acte 3, s'il vous plaît. Les acteurs se ruèrent vers la scène. Les dames enfarinées entraînèrent les enfants par la main. Les coulisses entières s'enfiévrèrent. Acteurs, accessoiristes, costumières, machinistes, tous s'affairaient à des détails de dernière minute. Le chauve au long nez, qui fonçait au pas de charge, stoppa brusquement devant les enfants, le temps de contempler Violette en mariée avec un sourire goguenard. Puis il gloussa, l'index en l'air. Et faites pas les malins, hein, vous deux. Une fois sur scène, c'est compris, vous faites tout comme on vous a dit, parce que sans ça, Olaf aura vite fait de décrocher son talkie-walkie et d'envoyer un gentil message pour votre prunelle, là-haut dans la tour. Mouais, marmonna Klaus amer. Il se retint d'ajouter, on va finir par le savoir. Alors vous faites exactement comme on vous a dit, répéta le long nez. Oh, ils n'y manqueront pas, j'en suis sûr, dit aimablement une voix derrière eux. Et les enfants, se retournant, virent Monsieur Pau et sa femme, tous deux sur leur 31. Bonsoir, les enfants, reprit Monsieur Pau. Nous sommes venus vous dire un petit bonjour, Polly et moi, et vous souhaiter de vous casser une jambe. De nous quoi s'alarma Klaus. C'est une expression de théâtre, expliqua Monsieur Pau. Une façon de souhaiter bonne chance sans le dire, de peur de porter malheur. En tout cas, je me réjouis de vous voir si bien adapté à votre nouvelle vie. Faire du théâtre en famille, avec votre nouveau père, quoi de plus charmant. Monsieur Pau, dit Klaus très vite, nous voudrions vous dire quelque chose, Violette et moi, c'est très important. Et quoi donc demanda Monsieur Pau. Oui, quoi donc fit le comte Olaf en écho. Qu'avez-vous à dire à ce bon Monsieur Pau, mes enfants? Il venait de surgir brusquement et toisait les enfants d'un regard qui en disait long. Dans sa manchette luisait le boîtier de son talkie-walkie. Oh, simplement un grand merci pour tout ce que vous avez fait, Monsieur Pau, répondit Klaus d'un filet de voix. C'est tout ce que nous voulions vous dire. C'est bien, dit Monsieur Pau en lui tapotant l'épaule. Et maintenant nous ferions mieux de retourner à nos places, Polly et moi. Cassez-vous une jambe, enfant Baudelaire. Si seulement ça nous arrivait en vrai, chuchota Klaus à Violette. Oh, vous ne perdez rien pour attendre, glapit le comte derrière eux en les poussant sur scène. Là, les acteurs s'agitaient encore, occupés à prendre place pour l'acte 3. Dans un angle, le nez dans son code, la juge Abbott révisait son texte une dernière fois. Klaus parcourut des yeux le groupe d'acteurs, cherchant éperdument du secours. Mais le chauve au long nez le saisit par l'épaule et l'entraîna de côté. Toi, par ici, mon gaillard, c'est ici que nous nous tenons, toi et moi, pendant l'intégralité de la scène, autrement dit, d'un bout à l'autre. Je le sais, ce qu'intégralité veut dire. Et pas de blague, hein, prévint le chauve entre ses dents. Klaus regarda sa sœur prendre place aux côtés du comte, tandis que le rideau se levait. Il entendit crépiter les applaudissements. L'acte 3 du mariage merveilleux commençait. Il serait fastidieux de décrire par le menu l'action de cet acte 3. La pièce d'Alfred Tourtebuse est tout simplement insipide, autrement dit, sans la moindre saveur, et n'a de plus aucune incidence sur la suite de notre récit. Divers acteurs et actrices prononçaient diverses répliques tout aussi plates que soporifiques, autrement dit, à dormir debout, et se déplaçaient sur scène sans qu'on sache très bien pourquoi. Klaus essayait de croiser leurs regards pour un muet appel à l'aide. Plus le temps passait, plus il était clair que le comte Olaf n'avait choisi la pièce que pour servir ses noirs desseins, et non pour enchanter son public. D'ailleurs, le dit public commençait à se trémousser, comme si son attention se relâchait. Klaus alors se tourna vers la salle. Peut-être quelqu'un allait-il se douter de quelque chose. Mais les projecteurs faisaient de la salle un trou noir, et Klaus, au lieu de voir des visages, ne distinguait que de vagues silhouettes en rang d'oignons. Le comte Olaf enfilait tirade sur tirade, le tout assaisonné de savantes gesticulations. Nul ne semblait remarquer que ce marié volubile avait un talkie-walkie dans sa manchette. Enfin, la juge Abbott prit la parole, ou plutôt, elle lut son texte, car elle le lisait, c'était clair, directement dans son livre. Le trac de ce premier rôle lui mettait le rose aux joues, et elle était bien trop en extase pour soupçonner une seconde les viles intentions du comte. Et elle parlait à n'en plus finir des obligations entre époux, et du meilleur, et du pire, et de tout ce que sont censés entendre, sans toujours écouter vraiment, ceux qui ont décidé, pour une raison quelconque, de contracter mariage. Pour finir, levant le nez de son code, la juge se tourna vers le comte et demanda
Comte Olaf, prenez-vous pour épouse Violette Baudelaire ici présente. Oui, Clama le comte haut et clair avec son sourire crocodilien. Klaus vit son aîné frissonner de la tête aux pieds. Puis la juge se tourna vers elle. Violette Baudelaire, prends-tu pour époux le comte Olaf ici présent? Oui, fit Violette d'une voix minuscule. Klaus serra les poings. Elle avait dit oui en présence d'un juge. Une fois l'acte signé, le mariage serait valide au regard de la loi. Et déjà, la juge Abbott prenait le fameux document des mains d'un assistant et le plaçait devant Violette. Toi, glissa le chauve à Klaus, je te déconseille vivement de remuer d'un pouce. Alors Klaus songea à Pruny, blotti dans sa cage en haut de la tourelle, et il se tint coi en regardant Violette saisir une longue plume d'oie que lui tendait le comte Olaf. Les yeux de Violette se firent immenses lorsqu'elle se pencha sur la page. Son visage devint très pâle, et sa main gauche trembla comme une feuille tandis qu'elle griffonnait son nom.